Christelle m'a sollicité pour intervenir en essayant de revisiter un peu l'histoire des politiques culturelles au regard de cette question des droits culturels. Donc j'ai immédiatement pensé intituler mon intervention les droits culturels, c'était l'impensé des politiques culturelles et des pratiques institutionnelles. Et puis j'ai eu un moment de doute, je me suis dit est-ce que c'est un retour de la vieille sociologie critique dans laquelle nous avons tous bercé, enfin tous nous les sociologues de ma génération, nous avons bercé, et donc je suis en train de commencer un procès d'intention pour aller dire des choses aussi fortes que l'impensé de politique culturelle à propos des droits culturels. Alors donc je me suis plongé dans les textes, j'ai regardé un peu l'histoire de ces politiques culturelles, les doctrines, les valeurs, les finalités qu'on assignées à ces politiques culturelles. Et je suis même allé jusqu'à regarder sur le site du ministère qui, comme vous le savez, est extrêmement riche de toute une série de dossiers, de publications. Le moindre déplacement d'un ministre donne lieu à 3 publications, 3 communiqués de presse, et sans parler de la kyrielle des hommages funèbres à quelques gloires passées du cinéma ou du théâtre. Et donc j'ai fouillé, j'ai cherché, et je suis tombé sur leur moteur de recherche. Aucun résultat n'a été trouvé pour droit culturel. Alors j'ai dit, c'est pas possible. Alors d'ailleurs, le moteur de recherche me suggérait, j'avais mis droit culturel au pluriel, donc le moteur de recherche me suggérait de le mettre au singulier, donc je l'ai mis au singulier. Et aucun résultat n'a été trouvé pour droit culturel. Alors j'ai continué parce que les moteurs de recherche ne sont pas infaillibles, hein, c'est comme les papes. Et en fait, en continuant, j'ai réussi à trouver 5 citations qui en fait sont dans leur newsletter qu'on connaît tous, complément d'objet, et qui faisaient référence à des journées d'études où intervenaient Patrice Meyer-Bich, Jean-Michel Lucas, etc. Donc c'est la seule mention de la notion de droit culturel dans tous les textes de référence du ministère. Donc vous imaginez la surprise quand même de se dire que maintenant, en 2014, cette notion de droit culturel n'est toujours pas rentrée dans l'agenda politique, n'est toujours pas un des éléments constitutifs de la doctrine qui doit être celle d'un État, même s'il n'est plus tout à fait culturel, il n'est plus tout à fait esthétique, mais qui doit quand même, qui se donne en tout cas une mission pour intervenir dans ce domaine. Donc je suis retourné pour revisiter effectivement cette histoire, cette construction des politiques culturelles, mais en même temps bien sûr des pratiques institutionnelles qui y sont liées, pour voir sur quel fondement on a pu les construire. Alors, vous savez qu'on est très fiers en France de l'invention de la politique culturelle qui nous est spécifique, par la création du système Malraux, du ministère Malraux, et donc l'on donne en exemple à l'Europe et au-delà au monde entier. Donc si on reprend effectivement cette conception qui a fondé nos politiques, favoriser l'accès du plus grand nombre aux œuvres capitales de l'humanité, etc. On connaît la formule. On s'aperçoit d'emblée que ce qui est central, c'est l'œuvre. L'humanité n'existe que par les œuvres. Elle n'est prise en compte qu'à partir des œuvres. Et à partir de là, on va construire tout un appareil d'action artistique et culturelle centré sur le déploiement des œuvres, puisque c'est la seule question qui vaille, c'est la question de l'accès. Et en plus, on sait que dans la conception de Malraux et des siens, c'était l'accès physique
aux œuvres qui importaient, et non pas par un travail d'éducation culturelle, socioculturelle, l'accès bien sûr au sens des œuvres et aux pratiques. Donc, on démarre sur cette conception centrée sur les œuvres. On démarre aussi sur une conception qui est universaliste, abstraite de l'homme, et d'une certaine façon, on est passé du sujet du roi au sujet de la République, qui donc devient le destinataire de cette action artistique et culturelle. Alors bien sûr, on a coutume de resituer cette philosophie de l'action artistique et culturelle dans le sillage de la philosophie des Lumières. Il s'agirait d'émanciper le peuple par l'éducation et la culture, etc. etc. Je ne peux pas m'empêcher, parce que j'en ai bien à rappeler, je ne peux pas m'empêcher à ce moment-là de faire le sociologue et de me dire que au moment où cette politique s'énonce en 1959, elle est synchronique d'un certain nombre d'autres fondations de politique publique et avec, bien sûr, toute une série de finalités. Si je pousse le bouchon un peu loin, je dirais qu'il s'agit presque de réaliser l'objectif de la République radicale qui consiste à régler la question ouvrière, la question sociale, par le moyen de la question éducative et de la question culturelle. 1959, c'est le moment où, dans le même temps, on fait une réforme de l'éducation qui a pour finalité, bien sûr, d'accroître la connaissance, le savoir, mais en même temps qui fabrique, d'une part, qui engendre un exode agricole et rural, puisqu'on accroît la scolarité en obligeant tous les enfants à passer en collège, et donc nécessairement à se déruraliser, d'une part, et puis donc c'est à ce moment-là aussi qu'on a comme objectif de modifier fortement la sociologie de notre pays, sociologie qui en 1959 voit les classes populaires, classes paysannes et classes ouvrières être majoritaires statistiquement, pour que 20 ou 30 ans après, on ait une majorité statistique de classe moyenne. Donc c'est dans ce cadre-là que la politique culturelle se déploie avec cette finalité sociopolitique qui est tout à fait importante. Alors, on sait également que l'état culturel qui se constitue à ce moment-là va procéder d'une certaine façon à ce qu'on pourrait appeler, ça n'est pas le terme juridique que j'emploie ici, mais une délégation de service public de la culture, délégation qui va se faire aux professionnels de l'institution culturelle, et avec bien sûr un blanc-seing qui est donné à ces acteurs de l'institution culturelle. La feuille de route qu'on leur donne, c'est celle qui est dans l'article du décret de 1959, donc de favoriser l'accès. Donc c'est effectivement travailler à cette sacro-sainte démocratisation culturelle. Et donc, on va piéger tout le discours politique pendant des années, des décennies, dans une aporie entre démocratisation culturelle et démocratie culturelle. Donc, on démarre sur une sorte de péché originel, un crime originel, qui va peser lourdement, et qui d'ailleurs est un crime ou un péché récurrent. Et pourtant, il y a eu des rendez-vous ratés. Je pense par exemple en 1981, où on va avoir une rupture provisoire avec cette manière de penser l'action artistique et culturelle dans la mission qui est donnée au nouveau ministre, qui est Jacques Lang. La définition de la mission du ministère de la Culture
de Jack Lang est sensiblement différente de celle qu'on avait eue du temps de Malraux. Je le redis, l'article 1er de ce décret de 1982, le ministère chargé de la Culture a pour mission de permettre à tous les Français de cultiver leur capacité d'inventer et de créer, d'exprimer librement leurs talents et de recevoir la formation artistique de leur choix, de préserver le patrimoine culturel national, régional ou des divers groupes sociaux pour le profit commun de la collectivité tout entière, de favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit et de leur donner la plus vaste audience, de contribuer au rayonnement de la culture et de l'art français dans le libre dialogue des cultures du monde. Donc on voit bien que là on a à ce moment-là une autre définition des missions qui sont assignées au ministère de la Culture et au-delà à l'ensemble du secteur culturel, mais très vite on va abandonner cette perspective et on va revenir très rapidement à l'ancienne formulation, et notamment d'ailleurs pour le ministère Malraux II, si vous voulez, où on retrouve les anciennes formulations. Le ministère de la Culture, c'est le décret de 1993, et de la francophonie, a pour mission de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, exactement la formulation de 1959. 20 ans après, cette formulation est toujours d'actualité. C'est toujours la formulation des missions qui sont attribuées au ministère. Donc on voit qu'on est loin, effectivement, des problématiques qui sont celles qui tournent autour de la question des droits culturels. Alors, on peut s'étonner d'ailleurs qu'on ait sensiblement la même définition des missions du domaine culturel du ministère et des institutions à 50 ans d'écart. Parce qu'entre-temps, quand même, on a un certain nombre de transformations. Luc Carton vient d'en évoquer quelques-unes, qui se sont opérées dans le monde entier, dans le domaine de l'économie, mais déjà dans le rôle imparti à l'État, la remise en cause, par exemple, de l'État culturel, de l'État esthétique, la question de la délégation de compétences, la question du rapport à culture-marchandise. On se souvient des négociations difficiles sur la culture, pas une marchandise comme les autres. Pas une marchandise comme les autres. Bon. Mais quand même une marchandise. Quand même une marchandise. De même, on a aussi évolué dans la manière dont on pouvait penser le destinataire d'action artistique et culturelle. Quand on raisonne service public de la culture, ça arrive encore, on est à ce moment-là dans une philosophie qui consacre le destinataire d'action artistique et culturelle comme un usager. Et ce qu'on peut constater dorénavant, c'est qu'en fait, il y a un écartèlement entre cette conception de l'usager du service public de la culture et puis le consommateur des industries culturelles et créatives, comme on parle à Bruxelles. À Bruxelles en tant que capitale de l'Union européenne, et non pas en tant que capitale de la Belgique. Donc, une tension très forte qui existe dans la façon même dont on pense celui à qui on est censé s'adresser. Les politiques culturelles, donc, on le voit, sont prises en tenaille entre une autonomie revendiquée et une instrumentalisation, je mets des guillemets autour du mot instrumentalisation, redoutée, que ce soit au niveau international ou même déjà au niveau européen, ou que ce soit au niveau national et infranational. Le problème de cette autonomie revendiquée, et revendiquée fortement par nombre d'acteurs du secteur, c'est que, comme on peut le voir ici ou là, les acteurs du domaine s'auto-arrogent le droit de définir ce que doivent être ces politiques, et on aura reconnu là la dérive corporatiste
Il n'y a pas que les politiques agricoles qui sont les enjeux de ces comportements corporatistes. Dans les politiques agricoles, c'est bien connu, les anciens responsables syndicaux, CNJA et FNSEA, finissaient au bout de quelques années par devenir secrétaire d'État ou ministre de l'Agriculture. On peut ici ou là constater des mouvements analogues dans le secteur culturel. Pour ce qui est de l'instrumentalisation supposée de l'art et de la culture, instrumentalisation qui est d'ailleurs évoquée explicitement dans le rapport dont je reparlerai tout à l'heure qu'avait fait Jacques Rigaud sur la refondation des politiques culturelles. Donc cette instrumentalisation supposée de l'art et de la culture qui sert de figure repoussoire et qui parfois quand même une faiblesse de raisonnement ou une paresse intellectuelle d'un certain nombre d'acteurs pour s'éviter d'avoir à penser l'activité dialogique avec les autres mondes sociaux, les autres mondes que ceux de la culture, très souvent très fortement autocentrés. Donc des mondes sociaux qui sont les mondes de l'éducation, les mondes du social, du sanitaire, les mondes du territorial, etc. Très curieusement, et d'ailleurs là aussi on peut le trouver dans les textes du ministère, sur le site du ministère, on ne parle plus d'instrumentalisation quand on fait référence à l'emploi culturel, quand on fait référence, comme on l'a vu récemment, à la contribution à l'économie, le pourcentage de PIB qui est assuré par les activités culturelles, entendu d'ailleurs dans un sens extrêmement large. Donc il y a la bonne instrumentalisation et puis il y a la mauvaise instrumentalisation. Ce qui peut poser problème, c'est quand même les argumentaires qui sont développés dans des instances qui sont en train de définir réellement ce que doivent être les doctrines, les philosophies à développer dans le secteur de la culture. Je pense par exemple au niveau européen à l'argumentaire qui est développé pour le programme Europe Créative, qui est directement inspiré par ce qu'on appelle la stratégie de Lisbonne. Tout le monde en ce moment est en train d'envoyer des mails désespérés pour trouver le 7e ou le 8e coopérateur qui voudrait bien répondre avant le 7 mars, je crois, au programme Europe Créative. L'argumentaire de ce programme Europe Créative me semble tout à fait éloquent, et je le cite. L'Europe se doit d'investir davantage dans la culture et la création, car celle-ci contribue de façon significative à la croissance économique, à l'emploi, à l'innovation et à la cohésion sociale. Le programme Europe Créative préservera et défendra la diversité culturelle et linguistique tout en renforçant la compétitivité des secteurs de la culture et de la création. Donc, on fait bien sûr un sort très léger à la diversité culturelle et linguistique, mais vous voyez qu'elle apparaît, c'est-à-dire pour corriger à la marge, un propos qui est fortement marqué par un économicisme un peu vulgaire. Mais ça serait trop facile, et surtout à 3-4 mois des élections européennes, de s'en tenir à ce seul niveau. Au niveau français, ça n'est pas forcément plus reluisant. Il faut certes conforter la diversité culturelle, comme on le dit aussi au niveau européen, mais il faut là aussi marquer de manière forte la contribution de la culture à l'économie. J'ai relevé dans un interview récent de notre ministre actuel à Libération les phrases suivantes. C'était le 22 janvier, donc, il y a quelques jours. Il faut souligner la contribution de la création artistique à la richesse nationale et à notre démocratie. Mais ça vient toujours après. Plus loin, il dit encore dans cette interview,
c'est d'abord cette association ville-État qui fait la force des politiques culturelles. Et c'est un investissement productif. Donc c'est toujours à l'aune des investissements, des retours sur investissement que les politiques culturelles sont énoncées dans notre pays. Donc, on voit bien qu'il y a quand même matière à refondation. On ne s'est pas concerté, mais c'était avec le carton, mais c'est aussi par ça que je voulais terminer. Il y a 17 ans, le ministre de la Culture de l'époque, Phyllis Douste-Blazy, avait demandé à Jacques Rigaud de réunir une commission pour travailler à la refondation des politiques culturelles. Pouvons-nous dire sans hésitation que ce temps de la refondation est arrivé, voire qu'il serait derrière nous parce que nous aurions effectivement posé les bases de cette refondation. Les politiques culturelles, mais souvent aussi les pratiques institutionnelles, n'ont eu de cesse de se penser de manière séparée, comme une exception, un monde à part qui est supposé être le garant d'une pureté, d'une qualité, d'une excellence artistique, avec la crainte toujours d'être dans une position ancillaire au service d'eux. Il y a donc une nécessité, effectivement, de réarticuler ces politiques culturelles dans l'ensemble des politiques publiques, la nécessité démocratique de refondation des politiques culturelles doit s'effectuer à la fois au plan des valeurs, des finalités, mais aussi au plan des postures professionnelles, au plan des logiques institutionnelles. Je vous remercie.